les hommes sont égaux en droit et en devoir, l'État rassure à tous les citoyens les conditions nécessaires à leur développement. Cette phrase qui vous est peut-être familière est tirée de la Charte africaine des droits des hommes et des peuples, document ratifié par l'État du Cameroun et même inscrit dans le préambule de sa constitution. Dans Au cœur du peuple ce soir, nous abordons justement en levant un pan de voile sur l'un de ces incompressibles liés au développement de tout être, j'ai nommé la santé. Exceptionnellement, puisque la période s'y prête, vous prenez le pouvoir car une ligne directe est ouverte. De quelques localités d'où vous nous regarderez ce soir, dites-nous, partagez avec nous votre quotidien, notamment en rapport avec les soins de santé. Vous sont-ils acquis? Y avez-vous accès? Mais surtout, de quelle qualité sont-ils? Mesdames, bonsoir. Messieurs, bienvenue. C'est un plaisir de vous retrouver dans cette deuxième édition de notre programme Au cœur du peuple, un programme tout spécialement conçu pour vous, chers téléspectateurs, afin que vous repreniez assurément le pouvoir, car votre voix compte. Et ce soir, nous parlerons d'un droit fondamental, le droit à la santé, qui est censé être protégé par l'État du Cameroun et dont les soins sont censés vous être offerts. Et donc, puisque le maillage territorial n'est peut-être pas assuré et couvert par toutes nos équipes, nous voulons faire ce soir de vous des journalistes plénipotentiaires qui remonteraient les informations de quelques localités que vous nous regarderez, afin que le peuple soit pleinement édifié et au courant de ces réalités, mais surtout que les décideurs qui défileront certainement devant vos ménages et vos portes puissent être bien au fait de ce que vous attendez d'eux si d'aventure mandat leur est donné au soir du 12 octobre prochain. Mais avant justement de vous ouvrir l'antenne, nous avons sur ce plateau même ces intelligences qui viendront éclairer et peut-être identifier ces goulots d'étranglement, ces différents problèmes, ausculter, faire des diagnostics et partant proposer des solutions idoines. C'est un plaisir de retrouver sur ce plateau ce soir Dr Djoko André De Gaulle. Il est médecin et je pense que je ne m'avance pas ostentatoirement si je dis que c'est un médecin holistique qui a réussi le pari de joindre la médecine dite occidentale à la médecine africaine. Dr Djoko, bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon cher Rim, bonsoir aux nombreux téléspectateurs de cette émission. Bonsoir aux copalénistes. Je suis particulièrement flatté de répondre une fois de plus à cette invitation dans un contexte particulier. Donc je saisis cette occasion parce que je me dis que l'élection est une occasion pour tous, au futur président de pouvoir saisir les informations que nous pouvons donner à partir d'ici en tant qu'acteur. Parce que c'est rare, mais je suis directement impliqué dans le système en tant qu'entrepreneur de la santé, en tant que professionnel de la santé. Donc, mon regard est le regard du technicien. Mon regard est le regard salvateur. Mon regard est le regard de celui qui pourrait apporter une contribution à l'édifice de la paix angulaire de la santé. Donc, je suis particulièrement heureux et je me dis que ma voix pourra édifier non seulement la voix des décideurs politiques, mais la voix de nombreux malades qui souffrent dans les ménages. Et c'est à ce dessein que vous avez été invité à cette table. Juste à côté de vous, c'est M. Fondi Ngoumela qui lui également est inscrit dans un secteur de purification des âmes et qui ce soir parlera au nom de la science en tant que psychologue et clinicien très au fait des réalités des Camerounais, notamment en ce qui concerne l'accès aux soins de santé. M. Fondi Ngoumela, bonsoir, bienvenue. Bonsoir et bienvenue sur votre plateau. C'est un plaisir renouvelé. Déjà grandement merci aux copanélistes d'être là. Et je sais qu'ensemble nous allons échanger pour apporter notre contribution. Et déjà préciser que la psychologie se veut un peu orpheline du cadre de la santé. Pour dire qu'au Cameroun, le psychologue n'est pas reconnu au plan administratif. Donc c'est une profession bizarre parce qu'à l'université, il y a une formation, mais juridiquement, c'est comme s'il n'y avait rien qui existait. Vous commencez bien, en tout cas.
De l'autre côté de la table, l'équilibre est tout aussi trouvé entre ces compétences plurielles et ce savoir-faire florilège. Docteur Guy Sacfan, justement, j'espère que la prononciation va, parce qu'il y tient en particulièrement, est nutrithérapeute, spécialiste d'une méthode et d'une approche novatrice d'alicament, de thérapie par l'alimentation, la bonne cette fois-là. Docteur, bonsoir, bienvenue, heureux de vous retrouver. Bonsoir et bonsoir aux nombreux téléspectateurs de la télévision du monde. Par l'opportunité que vous nous donnez aujourd'hui, nous aurons la possibilité de conseiller, de faire un diagnostic, mais aussi de faire une prescription. J'espère que cette prescription n'est pas péremptoire. La plupart de ceux qui nous écoutent auront la possibilité de tirer ce qui est juste dans ce qui sera dit. Mais je vais surtout approcher mes propos ce soir dans le but de parler à la place de ceux qui n'ont pas l'opportunité de parler. Ceux qui arrivent jusqu'au cabinet, mais qui n'ont pas toujours la possibilité de se trouver dans un plateau aussi magnifique que le nôtre. Alors, permettez que j'apporte des propositions, mais surtout que je pleure avec ceux qui pleurent. Parce que ce soir, je serai au cœur du peuple. Vous l'avez dit et vous l'avez si bien dit. Venez à moi, pays cher à mon cœur, et si vous ne savez que parler, et si je ne sais que parler, c'est pour vous que je parlerai. Vous parlerez au nom du peuple ce soir, vous aussi. À ces trois têtes fortes s'ajoute une quatrième, une voix qui crie dans le désert, haut et fort, la norme et la qualité. Et naturellement, on en aura grand besoin pour ce secteur, on va dire névralgique de notre pays, à savoir le secteur de la santé. Monsieur Ndébi, Jacques, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci de m'avoir reçu, m'avoir invité ce soir. Je pense que depuis que j'arrive sur le plateau, enfin, on va parler du vrai problème de la qualité au Cameroun. C'est parce que on échoue, parce qu'on a oublié le problème de la santé. On ne peut pas mettre en place des démarches qualité, des normes particulières de fonctionnement si on oublie la notion de santé. Parce que la qualité a un impact sur la santé. Un laboratoire qui donne des résultats erronés à un médecin, voilà un médecin qui va faire une ordonnance qui tue les gens. Mais quand on parle de qualité des gens, ici au Cameroun, on va vous parler de l'étiquette. La santé des gens, où elle est. Donc je suis franchement honoré qu'on aborde ce sujet aujourd'hui pour que tous ceux qui veulent être qui sont conviés au poste de dirigeant, se concentrent sérieusement sur ce problème-là. Quand on parle de qualité, ça commence d'abord par la santé. Mais c'est quelque chose qu'on oublie. Je pense qu'ils sont tous impatients donc d'ouvrir les débats. Et on va ouvrir peut-être par le commencement. Avant de parler de la qualité, on va parler de la quantité avec vous. Docteur Dioko, au Cameroun, le dernier sondage qui a été réalisé a été fait en 2022 et début 2023 sur la quantité des formations sanitaires qui couvrent l'ensemble du territoire national. C'est partant entre 6 770 et 7 000 formations sanitaires. Le chiffre a peut-être évolué entre-temps. Mais quand on voit la capacité de la population à soigner, est-ce que vous pensez que ces chiffres-là sont suffisants pour la demande qui sans cesse ne cesse de grimper? Environ 7 000 formations sanitaires pour 30 millions de Camerounais. Ok, là c'est plus vaste. Je reviens dans un contexte, parce que je suis dans l'aide de santé de Mboko, et le district de santé de Mboko, et l'aide de santé de Newton Aéroport. Dans cette aide de santé, nous avons environ 25 formations sanitaires pour plus de 30 000 personnes. Avant d'arriver ici, j'ai été obligé, parce que j'avais déjà donné ma parole, l'infirmière de garde m'a fait comprendre qu'il y a une urgence qui arrive à l'hôpital. Laquelle urgence vient d'un autre centre et apparemment c'est un cas d'anémie sévère. Vous voyez donc, nous n'avons donc plus que le choix à ce moment-là de dire que si on n'a pas des éléments techniques d'appréciation, groupe sanguin, etc., ce qui nécessite un laboratoire, nous n'avons donc plus le choix que de référer dans un hôpital qui se trouve peut-être à 1 kilomètre dans un hôpital de la place, l'hôpital à Quintini de référence. Mais l'état du patient que je n'ai pas vu, mais dont on m'a briefé, les symptômes. Oui, tout porte à croire que le matin, la prochaine lune ne va pas trouver cet enfant. Ce qui remet en question
Nous, C'est un enfant de quel âge? c'est un enfant de 3 ans. C'est un enfant de 3 ans. D'ailleurs, on va aborder les questions de mentalité Voilà. infantile et même néonatale. Voilà. C'est un enfant de 3 ans. Donc, comme pour dire quoi? Comme pour dire que il ne s'agit pas seulement du nombre de formations sanitaires, mais il s'agit surtout de la qualité des formations sanitaires. Parce que l'enfant vient d'une formation sanitaire, ou bien d'un centre de santé, pour un autre centre de santé. Or, si le centre de santé avait tous les éléments, puisque ce sont eux qui sont directement insérés au cœur de la communauté, avec les outils, le plateau technique pour pouvoir faire la première intervention nécessaire, je pense que cet enfant qui a duré déjà peut-être 3 jours dans ce centre de santé et qu'on est obligé de référer le 4e jour pour un autre centre de santé, je pense que la solution aurait dû être trouvée depuis. Est-ce que vous savez par exemple que dans les centres de santé, il est rare de faire des transfusions sanguines? Par exemple, on ne fait pas de transfusions sanguines dans les centres de santé. Comment on peut ne pas faire des transfusions sanguines alors que c'est directement là-bas que les premiers morts qui vont se succéder dans les hôpitaux de référence, le point de départ c'est dans les formations sanitaires insérées dans les communautés. Formation sanitaire, est-ce que dans cette anecdote qui est triste, et on espère que l'issue que vous prédisez et qui peut être froide mais vérifiable ne se produira pas, mais est-ce que le vrai problème se retrouve donc au niveau de la formation de ceux qui tiennent ces différents centres de santé? Pas du tout. D'ailleurs, en ce qui concerne la formation, les Camerounais sont très bien formés. Alors où est le problème? Si ce n'est pas le problème de formation. Le problème, c'est la disponibilité de ceux qui sont bien formés en contact avec ceux qui souffrent. Vous avez noté environ 7000 centres de santé. Je rappelle qu'il faut environ, nous avons au Cameroun, pour le cas du Cameroun, un médecin pour 10 000 habitants. Environ. Vous croyez qu'un médecin peut recevoir 10 000 habitants? Si je ne prends que le cas du cabinet où je suis à Bonamoussadi, pour que je reçoive 8 patients par jour, il faut travailler énormément. S'il faut respecter la déontologie du travail, bien sûr, ça veut dire consulter, faire le counseling et tout le reste, ça prend du temps, même pour identifier le problème du patient. Finalement, parce qu'on veut absolument répondre aux besoins de ceux qui sont là, on va survoler le travail. On va avoir 7 minutes, 8 minutes pour consulter un patient, ce qui n'est pas du tout possible. Et là, je ne parle pas de la compétence. Je parle du nombre pléthorique des patients, mais surtout du plateau technique, si je peux employer ainsi, qui n'est pas toujours adéquat, même pour le peu de centres qu'on en a. Parce que c'est le cas de notre confrère qui dit clairement qu'il n'y avait pas tout ce qu'il fallait pour prendre soin du patient. Mais en tant que nutrithérapeute ici, je veux surtout interpeller ceux qui nous écoutent et même la population. Comment a-t-on fait pour arriver à un cas d'anémie pour un enfant de 3 ans? Pourquoi peut-on laisser faire et se référer à la médecine secondaire et même tertiaire? Pourtant, en exploitant la médecine primaire, dont nous avons les potentialités, nous pouvons empêcher les cas d'anémie pour les enfants. Encore que l'anémie, c'est des cas de pathologie qu'on peut prévoir. On comprend? Déjà, quand je constate qu'on arrive à un cas de transfusion sanguine, pour un système de santé, c'est un échec. Pourquoi? Parce que l'anémie, pour le cas précis, se prévoit. On sait aujourd'hui les aliments qui peuvent augmenter le taux de sang dans le corps, on le sait. Or, ces aliments, nous sommes plus à même dans notre contexte du Cameroun, parce qu'il faut quand même dire qu'au Cameroun, on a la possibilité encore d'avoir des aliments de bonne qualité, en termes de production au champ. On sait aujourd'hui quels aliments peuvent apporter un taux de sang efficient pour un enfant, pour qu'il n'arrive pas à un cas d'anémie, encore plus à un cas de transfusion sanguine. Donc, oui, il y a la compétence du personnel qui n'est pas à redire, pour la plupart, pour ceux qui sont bien formés, mais il y a aussi le plateau technique qui n'est pas adéquat. Et surtout, il y a une ignorance caractérisée du peuple, puisqu'on parle au cœur du peuple, ce peuple qui généralement ne vient vers des centres de santé que lorsqu'ils ont tout essayé au quartier. Et ils arrivent parfois à un moment où même ceux qui sont formés n'ont pas les armes pour faire face à leurs besoins. D'accord. Est-ce que, puisque vous êtes psychologue et qu'on va entrer dans l'imaginaire de ceux qui vont à l'hôpital, avez-vous l'impression qu'aujourd'hui on va à l'hôpital pour mourir? En fait, on va à l'hôpital Est-ce le dernier recours, quand on a épuisé toutes les autres voies, on se dit, bof, l'hôpital? En fait, il y a tout un dispositif. Il y a tout un dispositif, je ne sais pas si je dis malheureux, mais il y a un dispositif. J'ai envie de, je ne sais pas trop comment formuler ça. En fait,
On arrive à l'hôpital en général par rapport à est-ce que j'ai l'argent? C'est la première question qu'on se pose. Mais on n'arrive pas à l'hôpital parce qu'on veut y arriver. Si on pouvait éviter l'hôpital, on éviterait en fait. Parce qu'on aime bien la débrouillardise et la survie. Il faut survivre. Coûte que va, il faut que les personnes survivent. Pourquoi je dois aller? Parce que, par exemple, nous sommes en période de rentrée scolaire. Si un père est souffrant, doit-il aller à l'hôpital? Qui va payer l'école de l'enfant? Qui va payer son goûter le matin? Qui va payer la moto? Qui va aller? Qui va gérer tous les bobos qui doivent se passer à la maison? Est-ce qu'il doit se sentir pleinement dans son rôle de père, de gérer son travail ou de gérer les activités de l'enfant? En fait, il y a une précarité qui est construite, j'ai bien dit une précarité qui est construite, qui fait à ce que on n'a pas l'angle de la santé comme préoccupation. En fait, c'est avançons, ce qui va sortir, va sortir. Si arrivé, on peut tenir, on tient. Par exemple, si vous prêtez attention lorsque vous prenez une moto, vous allez voir souvent un monsieur avec un gros bandage sur le pied. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il fait avec une moto et un très grand bandage sur le pied? Normalement, il devrait être au moins soit couché au lit, soit dans un hôpital pour qu'on puisse au moins soigner son pied. Mais il vous répond carrément, papa, si je ne sors pas, l'argent va sortir d'où? Qui va veiller sur moi? Qui va veiller sur la famille? En fait, je ne sais pas comment le dire ou trouver qui construit cela, mais on est en train d'émietter, je dirais c'est ainsi, d'émietter les ressources adaptatives que les gens ont pour pouvoir gérer des situations de la vie. On vit en mode survivance. Il faut survivre. Cette retention que les uns et les autres ont d'aller à l'hôpital tient-il justement des causes qui ont été mentionnées plus précédemment par vos copanélistes en rapport avec la qualité du plateau technique, peut-être aussi en rapport avec la distance qui sépare les ménages de ces différents centres de santé? Quelle est votre analyse sur la question? Revenons d'abord à notre histoire. Avant tous ces plateaux techniques-là, comment on vivait? Comment ça se passait? Est-ce qu'on n'avait pas ces maladies? Est-ce qu'on ne s'en soignait pas? Est-ce que, maintenant on peut venir sur notre médecine traditionnelle, il y a tout un ensemble de choses comme cela. Est-ce que tout ce qu'on nous faisait dans les villages n'était pas sérieux? Est-ce que c'est parce que le conditionnement, le packaging a fait en sorte qu'en revenant maintenant, on a méprisé nos cultures, on les a toutes rejetées? Est-ce que c'est pas ça déjà le problème? Si par exemple quelqu'un mange de la nourriture classique de tous les jours, ils appellent ça les alicaments, s'il mange d'une façon saine tous les jours, est-ce qu'on aura besoin dans un mois d'avoir des problèmes de transfusion sanguine? Est-ce que quand on arrive maintenant dans tout ce qui sont... Oui, qui viennent là, quand ils vont acheter des produits, ils ne vont pas dans les produits, ils vont dire, c'est nos grammaires, ils ont fait ceci, on va appeler des noms bizarres, alors que si on prend les produits naturels, les alicaments, ils sont et tout. Quand tu prends lorsqu'on mange par exemple des oignons, on prend l'ail, est-ce que c'est pas bien pour la santé? Est-ce que si on avait mis ça à l'enfant, depuis le début, est-ce qu'il serait tombé malade? Donc il faudrait repenser toutes ces choses. Nous savons qu'il y a par exemple maintenant l'université des Bolova qui forme des personnes là-dessus. Elle n'arrive pas à trouver des enseignants qui viennent faire le transfert des compétences. Parce qu'on a essayé de prendre tout ce que nous faisons, nous. C'est comment faire pour mettre dans la poubelle notre culture africaine pour pouvoir la remplacer par d'autres cultures. Donc c'est la raison pour laquelle, pour moi, pour le départ, c'est de voir notre histoire. Après maintenant, ceux qui produisent au village, la façon de faire le conditionnement, bon, vous mettez dans un truc bien nettoyé, vous mettez la bonne étiquette, c'est beau, les gens achètent. Donc l'idée, c'est déjà de voir comment nous-mêmes, nous fonctionnons, comment nous respectons les travaux de on va appeler guérisseurs. Bon, voilà, même les mots qu'on va utiliser détruisent l'image de notre personne qui fait un travail. Aussi, dans ce cas, qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur? Il va se faire appeler docteur pour pouvoir bien se voir au point de vue psychologique auprès de la société. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait? On va mépriser tout ce qu'il dit. Voilà, donc c'est déjà pour montrer qu'il y a déjà un problème de fond à changer. Et après, maintenant, lorsqu'on va sur un plateau technique, on doit être, je disais tout à l'heure, un médecin, il va vous envoyer faire des analyses, des radios, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème.
Je me souviens d'une dame, elle devait se faire une césarienne pour son accouchement. Elle est allée à 2 laboratoires. Elle revient avec les résultats qu'elle donne au chirurgien dans la salle d'opération. Les 2 résultats sont différents. Il prend laquelle pour prendre une décision? Il doit opérer. Vous voyez déjà toutes ces questions qui tournent maintenant autour de l'organisation, les appareils de mesure, tout ce qui tourne autour, comme je disais tout à l'heure, de tout ce qui est qualité. Mais comme on a oublié que la qualité, la santé est très importante, c'est d'abord notre vie, on essaie de se concentrer sur l'étiquette. Voilà, ça c'est dressé, l'état des lieux qui n'est pas exhaustif quant aux soins de santé au Cameroun. On aborde un autre point à présent, le coût de ces soins de santé. Je vous voyais sourire quand M. Ndébi parlait justement en termes de soins qui peuvent être tirés même d'une bonne alimentation tout bonnement et qui nous exonéreraient peut-être des allers-retours à l'hôpital. Mais quand bien même on devrait forcément y aller, il y a un coût. Et là, c'est une autre barrière. Pas du tout. Ah bon? Vraiment pas du tout. Et là, je voudrais vraiment attirer l'attention du peuple. On est dans l'allégorie de la santé n'a pas de prix? Non, pas du tout. Ah, d'accord. Pas seulement la santé n'a pas de prix, mais aussi entretenir la santé coûte bien moins cher que soigner les maladies. Il faut faire la différence. Entre entretenir la santé et soigner les maladies, ce n'est pas la même chose. Le problème, c'est que les Africains, généralement, ne vont vers un centre hospitalier que pour rechercher la santé qu'ils ont déjà perdue, c'est-à-dire pour soigner la maladie. Et en ce moment, croyez-moi, ça coûte très cher, dans notre contexte. Mais pourtant, entretenir la santé qui est un don, chez nous, qui est acquis, est bien plus facile parce que, regardez un peu le prix, mettons sur un plateau, parlons de prix, je vais donner un chiffre. Vous croyez que le prix d'une intervention chirurgicale, où on prend le cas de notre confrère qui parlait d'une transfusion sanguine, peut coûter moins cher que le prix de la betterave qu'on devrait prendre chaque matin sous forme de smoothie? C'est clair que dans le marché le plus riche en vieux frais d'Afrique centrale, qui est Sandaga, à côté de moi, je trouve les betteraves à 500 francs, 200 francs. Et si je sais bien les utiliser, je peux ne pas avoir besoin d'une transfusion sanguine. Pourtant, si je laisse faire, j'attends d'être malade pour essayer de retrouver la santé, en ce moment, même l'argent ne suffirait pas. Parce qu'il y en a qui ont de l'argent et qui n'ont pas la possibilité de se faire transfuser dans les centres hospitaliers des genoux. Ça veut dire qu'en fait, le problème n'est pas le coût. Mais le problème ici, c'est le manque de connaissances primaires dont le peuple est totalement ignorant. Et même parfois, les professionnels ne donnent pas à ce peuple les connaissances pratiques pour pouvoir jouir de ce qui est pourtant accessible. On va occulter parfois notre domaine qu'est la santé pour ne se référer qu'aux spécialistes qui parfois vont utiliser des techniques qui ne sont pas accessibles au peuple. Donc il serait bien qu'on comprenne que la santé est bien moins chère, surtout dans notre contexte africain, si on est bien accompagné, mais soigner les maladies chez nous, c'est très difficile. Je dirais même que nous n'avons pas les possibilités techniques pour faire face aux maladies. C'est pourquoi d'ailleurs certaines maladies qu'on pourrait dire totalement n'existant plus ailleurs, chez nous encore font rage, comme le paludisme. Ils reviennent en force. D'ailleurs, 10% du taux de mortalité infantile est dû au paludisme. Vous avez l'occasion de nous parler, de partager avec nous votre quotidien, notamment en termes de soins de santé. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aussi, vous avez la facilité à vous soigner dans ces différents centres? Est-ce que vous les trouvez même et quelle est la qualité des soins que vous y recevez? La ligne directe est ouverte au numéro qui s'affiche au bas de vos petits écrans ou alors de votre smartphone. Vous avez le pouvoir, votre voix compte au cœur du peuple. Vous voulez, avant que je ne passe la parole à Dr Djoko, rapidement réagir? Oui. En fait, il y a quelque temps, j'ai commencé à m'intéresser à mon arbre généalogique. Dans mon arbre généalogique, on avait commencé à regarder quand quelqu'un est décédé, de quoi il avait, quelles étaient les maladies chroniques de la famille. Est-ce que les gens qui sont morts il y a plusieurs années, ils avaient par exemple, ils avaient tel ou tel type de maladie. Donc, vous savez que quand un enfant est né, comme c'est une maladie chronique, vous savez que dans 40 ans, il a. Donc, dès tout de suite, vous faites tout pour qu'il le fasse. C'est parce que quand je commençais à m'intéresser à tout ce qui concerne l'arbre généalogique, ça me permettait de savoir
tout le long, puisque j'ai pu remonter jusqu'au 1700 et quelques. J'ai plus de 700 noms de personnes que j'ai pu remonter. Donc quand quelqu'un est décédé, on savait qu'il avait tel type de maladie. On regarde le gars qui naît, l'enfant qui naît, est-ce qu'il a des risques d'avoir ces maladies? Donc de telle sorte que dès à présent, dès les premiers repas qu'on lui donne, on commence à prévenir ce qui va apparaître dans 40 ans. Donc c'est ce que je voulais rajouter. Des préoccupations pareilles ne sont-elles pas de l'ordre de ceux qui ont déjà au moins dépassé la première barre de la pyramide de Maslow? En tout cas, c'est bien de le dire ainsi et encourager les uns et les autres peut-être à chercher dans leur arbre généalogique s'il y avait des maladies chroniques qui pourraient revenir, que ce soit dans le présent ou alors chez leurs descendants. Vous parliez tout à l'heure de ce cas précis de cette jeune fille anémie, 3 ans, et on entre principalement dans la néonatalité, les causes de mortalité infantile au Cameroun. C'est situé à 10% à cause du paludisme, mais également souvent dans les conditions dans lesquelles ils viennent au monde. On parle des causes de septicémie et autres. Alors, selon les dernières informations, les derniers chiffres que nous avons dans notre aide santé, il ne passe pas un mois qu'on ait un enfant qui perd la vie pendant la naissance. Alors, pour être directement sur le terrain, les informations et le regard que j'ai de la situation ramènent à croire que très souvent même, ce n'est pas un problème médical qui est la cause du problème et de ce décès. C'est quoi? Les responsabilités sont partagées à plusieurs échelles. Premièrement, la responsabilité ou l'ignorance des parents dans le processus du suivi de la grossesse. Je m'explique. Vous recevez une femme à 8 mois de grossesse qui n'a jamais fait de visite prénatale. Pourquoi? Parce que elle dit que dans sa famille, ils accouchent sans faire de visite prénatale. Mais ce qui échappe à cette femme, c'est que ce qu'elle dit n'est pas faux. Mais le contexte est différent. Parce que les gens de sa famille qui ont l'habitude d'accoucher sans aller faire les visites prénatales se trouvent au village. Et au village, les conditions d'alimentation font que ce que la mère d'enfant consomme puisse donner à l'enfant tous les besoins. En ville, tout change. La qualité du sommeil, la qualité de l'eau, la qualité de l'alimentation sont dénaturées de telle en sorte que si vous commettez l'erreur de ne pas supplémenter les besoins nutritifs de l'enfant qui grandit dans votre ventre, vous assisterez de manière fatidique à découvrir que l'enfant qui sort de votre ventre sort par exemple avec un spina bifida. Ce qui traduit en langage des humains l'ouverture de la colonne vertébrale. D'accord. Avec une malformation congénitale. Et nous savons que un enfant par exemple qui naît avec un déficit cardiaque dans un centre par exemple de santé, si la prise en charge n'est pas immédiate, c'est-à-dire que les soutiens en oxygénothérapie n'est pas immédiat dans les heures qui suivent, cet enfant ne tiendra pas. Cet enfant ne tiendra pas. Donc les causes de néonatalité sont multiples. Je reprends un autre exemple où nous faisons un accouchement. 4 mois à 5 mois déjà, quand on fait l'échographie, on se rend donc compte que la mère d'enfant est en train de développer un placenta calcifié. Des phénomènes qui se produisent généralement lorsque la grossesse a dépassé le terme. Maintenant, en essayant de comprendre ce qui se passe exactement, vous vous rendez compte que cette femme, bien que n'ayant pas l'argent pour faire ses visites prénatales, réussit quand même le pari de consommer plus d'alcool qu'elle ne consomme de l'eau. Et nous savons tous quel est l'impact de l'alcool dans la formation du tube neural de l'enfant qui grandit dans votre ventre. Cela oblitère complètement les fonctions cérébrales. Et allant même, cela perturbe le fonctionnement de l'eau dans le liquide, dans le placenta. À conséquence directe, l'enfant va naître tant prématuré, il naîtra tout sauf un être humain. Les capacités pour lui de tirer les énergies de la vie sont totalement obstruées. À qui est la faute? C'est pour ça que je dis dans un premier temps que l'irresponsabilité et l'ignorance des parents étaient d'abord
la cause première de néonatalité. Puisque de manière naturelle, on accouche sans avoir forcément besoin d'une intervention. Je prends le cas des animaux. En brousse, une chienne qui va mettre bas, peut-être avec 10 contractions pour 10 chiots, je ne vois pas à quel moment vraiment il y a une intervention d'un médecin. Le processus est-il le même avec les... Le processus est le même. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui accouchent seules à la maison? Le secret réside dans le fait tout simplement qu'elles observent les lois de la nature. C'est-à-dire, je dois manger, je dois boire, je ne dois pas, quand je suis enceinte, je ne dois pas me retrouver dans certains milieux parce qu'on semble bien isolé, mais l'anthropologie de la santé le démontre à suffisance. Lorsqu'une femme est enceinte, elle baigne dans un champ d'énergie en fluctuation permanente. Permanente. L'enfant qui est dans le ventre se nourrit non seulement de ce que la mère lui donne comme alimentation, mais à partir du 5e mois, il écoute le son qui vient de l'extérieur. Or, les études montrent actuellement que l'esprit se sert du son ou de la parole pour façonner la matière. Ça veut dire que si vous donnez un mauvais son à un enfant qui grandit dans le ventre, il se servira de ce mauvais son pour fabriquer une mauvaise matière. D'accord. Et du coup, je me demande quels sont passés quand j'étais dans le ventre de ma mère. Bonsoir à vous sur le plateau. J'ai pris l'émission en cours et net au moment où le monsieur en bleu parlait de prévoir l'anémie. J'aimerais savoir si l'anémie hémolytique se prévient. Messieurs les experts. Oui. L'anémie hémolytique. Oui, oui. L'anémie hémolytique se prévoit. Je prends par exemple le cadre de la drépanocytose. Ou une anémie, maladie hématie falciforme. Lorsqu'on a déjà dépisté chez un enfant qu'il est drépanocytaire, nous savons que le secret de sa survie repose pratiquement sur la qualité de l'alimentation qu'il va consommer. D'accord. Nous avons eu la chance d'avoir, il y a environ 2 mois, 2 enfants souffrant de drépanocytose. Et nous savions que chaque fois, c'est les transfusions sanguines. Mais les gens sont tellement ignorants qu'ils ne savent pas que dans leur environnement immédiat, il y a des aliments qui permettent de corriger les hématies et leur donner une forme un peu plus ronde, de telle en sorte que l'anémie survient très rarement. Ces plantes sont là et nous avons expérimenté ça à l'hôpital. C'est pour ça que notre hôpital est particulier. Parce que immédiatement, nous faisons la combinaison des deux médecines. Médecine conventionnelle et médecine traditionnelle. Au départ, c'était compliqué, mais nous sommes fiers aujourd'hui parce que les collègues, de plus en plus, viennent vers nous pour ne pas perdre certains cas de malades qu'ils ont chez eux. On vous attend à Ebolova, pour former et transférer les compétences aux étudiants. À ce propos, on parle beaucoup d'ignorance et c'est peut-être le plus grand mal dont souffrent les Camerounais, le peuple aujourd'hui, qui devrait les éduquer. Et comment? La réponse est tout trouvée. Nous sommes au cœur du peuple et il y a les candidats. Donc, c'est le président, déjà, parce que c'est lui qui doit impulser la dynamique pour éduquer justement. Et là, lorsqu'on le dit, je me rappelle des propos du docteur Ngifo à la Kentini lorsque j'y étais, qui se plaignait justement de la cassure d'une dynamique qu'elles avaient lancée, qui consistait justement à descendre dans des formations sanitaires et à les obliger, c'est pas obligé, mais à les demander de faire de rassembler leur population pour des éducations, des sensibilisations autour des pathologies qui reviennent le plus dans des communautés. Ça veut dire, par exemple, on sait qu'ici, c'est plus le paludisme qui revient. Alors, il fallait sensibiliser, éclairer, plus édifier pour savoir, pour amener la population à prendre soin d'elle-même, en fait. Ou alors, à savoir amorcer les premiers pas pour que cette pathologie-là ne soit plus aussi récurrente. En fait, c'est la question de la sensibilisation et d'outiller, en fait. Parce qu'on va dire, certes, les parents sont ignorants, mais ils ne sont pas ignorants de leur bon vouloir. Ils sont ignorants parce qu'il y a un manque d'information, il y a un manque d'accès à l'information. Et l'information se veut en général très technique, très sophistiquée, très élaborée, qui fait que chacun se demande que de chercher la chose la mieux, on fait comme on faisait nos choses. Et c'est lorsque, comme on dit, ça rame. Ce langage continue au quartier, lorsque ça pète, ça souvent qu'on se tourne maintenant en désespoir vers l'hôpital pour dire alors aussi la base qui sort va sortir. Mais la question de fond, c'est de parvenir à outiller.
Maintenant, pour outiller, les gens doivent survivre, doivent penser à leur famille. Pour outiller, il faut que la stratégie pense la dynamique du peuple dans ce qu'elle est, dans comment elle se meut, dans comment elle se déplace. Si on ne sait pas prendre ça en compte dans la réalisation de cette sensibilisation-là, alors on va beau se plaindre, et on va beau se plaindre qu'il y a un médecin pour une population énorme, il y a peu de centres, mais c'est normal qu'on en arrive à ça, parce que c'est en formant la population que justement ceux qui viennent à l'hôpital devraient être réduits. Mais si une population n'est pas formée, outillée, c'est normal que justement on en arrive à des catastrophes. Et voilà qui est dit et qui est bien dit. On va ouvrir tout à l'heure le pont, on va dire, du diagnostic étant posé, le pont des solutions, de la prescription, cher à docteur Sacfon. Mais avant, une petite vérification à Endom, c'est dans la région du centre. Dans ce petit arrondissement, notre micro s'est baladé et nos caméras se sont ouvertes à cette préoccupation des populations qui nous disent très exactement ce qui les énerve au Cameroun et si oui ou non, elles comptent participer au devoir civique du 12 octobre prochain. On regarde. C'est le traitement des social, le traitement social. Le Cameroun en souffre, les populations en souffrent. Par exemple, même quand je parle de l'ancien même aussi en souffre. Donc, à ce niveau-là, voilà autant de problèmes qui nous fait. La vie est chère. La vie est chère. Ça nous fait souffrir. Nous souffrons sérieusement. Je pense que ça, c'est souvent un secret électoral. Dans le jour J, je déposerai ma carte là où elle doit être. C'est un devoir civique que je dois assumer. Ce qui m'énerve le plus au Cameroun, c'est parce qu'il y a tellement de corruption au Cameroun. Et c'est un peu ça qui m'énerve. C'est que j'aimerais voir changer, j'aimerais voir le Cameroun développer, plus développé que dans le monde nouveau que présentement. Ici au Cameroun, on constate qu'il y a un taux de discrimination trop élevé. Oui. On peut faire le mapatisme, il va appeler ça comme ça. Plusieurs personnes font ce qu'on appelle le mapatisme. Ils prennent ceux qui n'ont pas de niveau au lieu de ceux qui ont le niveau. Donc ici, au Cameroun, ça m'énerve trop. Il n'y a pas le mérite. Ce que je veux voir changer, c'est que ceux qui méritent vraiment, qu'on donne à ceux qui méritent leur poste. Oui, si tu peux faire qu'on te donne ton poste, qu'on arrête un peu les affaires de monnayage, de corruption. Oui, j'ai la carte d'électeur. Je suis un citoyen camerounais, je vais voter. Bon, le vote, il est individuel, le choix est individuel. Et je vais voter le choix du peuple. Je vais voter le changement. La guerre nous énerve. Si la guerre nous arrive ici au Cameroun, ça ne va pas donner. Il faut nous changer la vie au Cameroun. Je veux voter le président Paul Biya. Pourquoi? Parce que moi, je vis bien, j'ai la paix là où je vis. C'est pour cela que je vais voter. Même si aujourd'hui, je vote le président, après 7 ans, je vais toujours voter le président Paul Biya. Ce qui m'énerve, qu'est-ce que je vais vous dire, sur toute la ligne, il n'y a rien qui marche. Oui, je vais voter. Je vais voter, j'attends les professions de foi de tout un chacun et puis je vais juger celui qui va me paraître utile et je vais voir qui je vais voter. Ce qui m'énerve le plus, c'est que les Camerounais sont devenus tellement bornés. Je suis Camerounais et ça fait peur. Peur pourquoi? Parce que ceux qui sont censés ou qui sont appelés à nous éclairer, à nous diriger, ils sont dans l'invective. Les professeurs, docteurs, ceci, mais ils s'insultent et les enfants vont faire comment? Ça fait peur. 82 ans, je crois que je remplis, je suis correct. Donc j'ai ma carte d'identité, j'ai ma carte d'électeur. Et
quant à savoir qui je veux voter, comme journaliste, vous n'avez pas à me poser cette question parce que le vote est individuel et secret. Rien ne marche au niveau des infrastructures. On a vu des paiements des salaires des jeunes. On ne s'en sort pas. Qu'est-ce que vous voulez voir? On va voir que nous, les jeunes, on a vu améliorer les conditions de vie et que le gouvernement entend nos cris. Et si possible, on peut avoir un Cameroun nouveau. J'ai un carte d'électeur et j'aimerais voter vraiment mon candidat. Je vais voter pour un changement meilleur, pour qu'on ait une vie améliorée. Si on peut avoir des hôpitaux, de l'eau potable et qu'on ait une vie stable au Cameroun. Parce qu'il y a tellement beaucoup de choses à refaire au pays. Ce qui m'énerve, c'est ce qui énerve tous les Camerounais. Oui, j'en ai une carte d'électeur. J'irai voter, mais je ne peux pas vous dire que j'irai voter. C'est confidentiel. J'irai voter comme tout Camerounais qui veut le changement. Et parce que c'est un devoir de tout Camerounais de voter. Ce qui m'énerve le plus au Cameroun, en fait, c'est que les élites ne travaillent pas. Ils font le folklore là pendant les meetings, ils continuent avec cette histoire de donner le riz aux gens et les sardines, et les boîtes de sardines et le poisson. Et tout. Donc, ce que nous voulons voir changer, c'est le taux d'emploi. Nous voulons les emplois, nous voulons que les jeunes travaillent. Je ne peux pas voter, je pouvais remplir les critères d'être un vrai Camerounais comme parcours pour partir au vote, pour pouvoir voter. Mais comme je sais que c'est tout la routine, donc on ne peut rien, on peut faire se taire parce que nous savons que bien n'est pas éternel et qu'un jour, ça va changer. Si faille que je puisse choisir un candidat actuellement, moi j'estime que c'est Issa Chiroma Bakari qui est. Merci infiniment à ce recoupage et ces données recueillies sur le terrain par notre correspondant dans le centre Mohamed Essoumba 2 qui a donc recueilli les avis de ces populations dans la petite localité d'Andom. C'est un arrondissement et des 3 arrondissements d'Union et Foumou, région du centre. Messieurs, un commentaire rapide sur les désidératas du peuple, en tout cas concentré dans cette localité. Je commence par vous, docteur Sarfan. Au final, il ne demande rien de si compliqué. Rien de compliqué pour ce peuple. En fait, ce peuple, leur demande, c'est les demandes basiques. Bien vivre, bien manger, être en sécurité. Le thème de l'émission d'aujourd'hui m'intéresse particulièrement. Et jusqu'ici, je n'ai pas encore vraiment touché du doigt. Je vais permettre-moi, en donnant mon avis sur ce qu'ils disent là, de toucher du doigt. Dans quel état se trouve le Cameroun en ce qui concerne la santé publique? C'est ça. Dans l'interview, je viens qui donnait son avis sur ce qu'il veut du Cameroun. Et si vous observez, c'était lui le pharmacien du village. C'est ça. Derrière, il y avait une petite pharmacie. En d'autres termes, sans formation, sans connaissance, mais il se permet d'apporter la santé. En réalité, ça trahit notre État. Parce que là, ce reportage est un fait. Ça trahit l'État actuel. Et il est bien de constater, et là c'est mon avis réel, que le Cameroun ressemble en ce qui concerne la santé publique. Quand je regarde les villes, les rues, les villages du Cameroun, ça ressemble, les zones qui y sont ressemblent aux esclaves qui vont à chevaux et les princes vont à pied comme des esclaves. C'est notre état réel. En d'autres termes, celui qui n'a aucune capacité, aucune connaissance est celui qui donne les leçons, et même celui qui dit ce qu'il faut faire. Et celui qui ne connaît rien, c'est lui qui est à chevaux et qui dirige un peuple sur quelque chose dont lui-même il ignore. Quand on parle de santé, faites un tour sur les réseaux sociaux, faites un sondage, parce que les réseaux sociaux n'ont pas forcément la vérité. Il faut faire un sondage, vous allez vous rendre compte que les problèmes majeurs de santé publique au Cameroun sont créés par des produits que nous-mêmes, nous ne produisons pas. Permettez la tautologie. En d'autres termes, les tueurs silencieux au Cameroun en matière de santé publique ne sont pas produits par le Cameroun lui-même. Si vous voulez. Parmi ces tueurs silencieux, qu'est-ce qu'on peut citer par exemple? Je prends un exemple. Je vais citer quelques tueurs silencieux. Les beurs, c'est des tueurs silencieux. L'alcool, c'est un tueur silencieux. impeccable, mais c'est ce que les Camerounais consomment le plus. Je ne connais aucun médecin sérieux qui va prescrire l'alcool à un patient. Aucun.
Mais pourtant, tout le monde boit. D'ailleurs, ça emploie, il semblerait, plus de Camerounais que n'importe quelle entreprise au Cameroun. Là, il relève de la santé publique. Je vais citer ici la viande rouge. Quand on regarde le processus de consommation de la viande rouge au Cameroun, j'ai fait une des études là-dessus. En allant sur le terrain, ça donne froid au dos. On a tellement vulgarisé la malbouffe, qui est la cause première des maladies, si bien qu'on arrive à vendre les brochettes de viande rouge à 50 francs au Cameroun. C'est accessible. C'est exactement ce qu'il ne faut pas. Le riz blanc, le riz même produit par le Cameroun de la bonne qualité n'est pas souvent consommé par les Camerounais eux-mêmes. Ça, c'est des tueurs silencieux. Voyez-vous, la farine blanche, vraiment, c'est des choses qui sont très souvent importées. D'ailleurs, j'ai écrit un livre à ce sujet qui s'intitulait « Les découvertes choquantes en matière d'alimentation ». La découverte, c'est que la santé publique au Cameroun souffre d'un sérieux problème d'information, de formation, mais aussi d'accessibilité à la bonne qualité. Ce n'est pas accessible la bonne qualité. Quand bien même c'est accessible, quand bien même c'est connu, ce n'est pas accessible. On s'arrange à occulter la bonne information pour que justement la population se trouve dans l'impasse et se réfère généralement à ceux qui n'ont pas de compétences. Alors, dans le derrière, on s'arrange, ça veut dire que c'est peut-être un peu voulu et parfois quelque peu mesquin. Bien sûr, on ne va pas dire de manière implicite que ce qui se passe au Cameroun, on subit au Cameroun. Non. Le Cameroun est dirigé, s'il vous plaît. Et c'est sûr là-dessus. Mais maintenant, on constate que les faits ne donnent pas toujours raison à ce qui est utile pour le peuple. D'ailleurs, à croire parfois qu'en ce qui concerne la santé, il est mieux qu'on laisse le peuple être malade pour que derrière on apporte des solutions. À croire. Pourtant, nous avons dans notre environnement, comme tous les peuples sérieux en Afrique, et c'est l'occasion de le dire, et là je voulais saluer certains pays africains qui ont pris la responsabilité d'inclure dans leur système de santé la médecine préventive. Là, je salue ce que fait notre frère dans son environnement. Inclure la prévention au lieu de mettre l'accent sur la curation. Inclure l'éducation à la bonne vie, au style de vie, à l'écosystème de la santé, au lieu de vous laisser faire comme vous voulez et vous attendre. Quand vous allez venir, on va prescrire, vous allez acheter. Et là, c'est un sérieux problème au Cameroun. J'espère qu'à l'instar du Burkina Faso, par exemple, qui ont pris la responsabilité de faire face au paludisme par des produits faits chez eux, des plantes de chez eux, et nous avons chez nous des plantes extraordinaires qui peuvent faire face à cette pathologie qu'on dit épidémie, mais pourtant qui peuvent se gérer. Le problème chez nous, en ce qui concerne la santé publique, c'est qu'il faudrait que les esclaves qui sont sur les chevaux prennent la peine d'écouter les rois qui sont à pied. Malheureusement, quand l'ignorance crie, l'intelligence se tait par sagesse de principe. Il a ouvert un pan, celui de l'industrie pharmaceutique endogène. Au Cameroun, on importe tout ou presque en termes de comprimés, en termes de méthodes conventionnelles de traitement. À ce niveau, qu'est-ce qui peut être fait justement pour réduire cette dépendance à l'extérieur et partant, si on suit la logique du docteur Safran, réduire à l'infinitésimal ces risques qui nous sont, du moins ces maladies qui proviennent des choses qui en réalité qui ne nous concernent pas et qui ne sont pas produites ici. Oui. Revenons sur notre médecine africaine, revenons sur notre médecine traditionnelle, parce que vous allez prendre un médicament, il va vous traiter plusieurs choses à la fois. Donc, revenons sur nos bases. Donc, par exemple, nous avons des gens qui essayent, des artisans, qui essaient de faire tous ces types de produits, qui ont commencé à mettre en place des démarches qualité sérieuses et qui ont eu certains types de certificats. À partir de là, avec des résultats d'analyse du sol, par exemple, est-ce qu'on va voir le taux de fer, des taux de choses comme ça qui peuvent avoir un impact sur la santé. Donc, après, ils ont fait tout cela, ils sont allés avoir l'autorisation de mise en consommation par le ministère de la Santé. Comment on en arrive justement à tester de la qualité de ces produits et de la posologie donnée souvent par ces spécialistes? On vous dit, prenez un bidon de 5 litres, buvez matin, midi et soir. Comment on atteste justement de la qualité de ces prescriptions? Qui valide le praticien qui est censé exercer dans la médecine traditionnelle? Justement, c'est ça la problématique. Quand vous mangez à midi, qui vous dit qu'il faut manger 3 cuillères de riz? Qui c'est qui vous dit
que voici le repas que vous devez manger aujourd'hui, vous allez chez qui? Il va vous le dire. C'est ça notre médecine. C'est la médecine, c'est notre médecine, c'est les compléments alimentaires si vous voulez. On va nous dire combien de ceci, oui, quand tu manges, tu as mis ton sucre là, tu as mis tes choses là. Qui vous le dit? Qui? Personne. Docteur Safan nous dit qu'il faut manger des fruits le matin, par exemple. Oui. Et il est assermenté, il peut bien le dire, en plus... Nous souffrons au Cameroun et à l'Afrique généralement d'un problème de posologie, de dosage en matière d'alimentation. La plupart des Camerounais, c'est un exercice que je fais au cabinet facilement, quelle est la quantité d'énergie calorique dont vous avez besoin pour votre fonctionnement optimal par jour? La plupart ne savent pas. Et même si je posais la question sur le plateau, difficilement on le dirait avec assurance. Encore heureux que c'est moi le journaliste sur ce plateau. Pose la question. Mais pourtant, on ne peut pas, parce que nous ignorons cela, croire qu'il n'y a pas de possibilité pour pouvoir identifier cela. Parce qu'au cabinet, Rémi, avec exactitude, on peut vous faire un check-up et vous dire exactement ce dont vous avez besoin en matière d'alimentation. Non pas seulement comme source d'énergie, non pas seulement comme source de nutrition, mais surtout comme moyen de se soigner. C'est de la nutrithérapie. Ça veut dire que lorsqu'on peut évaluer, on peut évoluer. Et nous avons réussi au cabinet à pouvoir évaluer les quantités nécessaires pour chaque patient pour pouvoir vérifier s'ils évoluent dans leur état de santé. C'est pourquoi d'ailleurs les problèmes de carence. Plusieurs Camerounais aujourd'hui ne savent même pas s'ils ont des carences. Encore moins des allergies. C'est quand le corps gratte qu'on se rend compte, c'est sûr que la nourriture m'a fait un genre. C'est une erreur. Pourtant, on peut prévenir ça. À la question de savoir qui dit, quelle est la norme, qui vérifie, qui atteste. C'est ça. La science est universelle. Je puis vous le dire. Autrefois, par mimétisme, par habitude, nos parents le faisaient et c'est, on va dire un peu par tâtonnement. Les résultats leur donnaient raison, mais aujourd'hui, avec la connaissance qui est remontée, ne pas dire avec exactitude ce qu'il faut pour quelqu'un, c'est faire preuve pas d'honnêteté intellectuelle, parce qu'il y a des outils nécessaires pour pouvoir quantifier, calculer et prescrire avec exactitude ce qu'il faut. Au cabinet, nous arrivons à fortifier, à apporter toutes les carences chez les patients, non pas avec des compléments alimentaires en gélules seulement, mais surtout avec l'alimentation au quotidien. Parce que je rappelle, pour les collègues qui sont du corps médical, que celui dont nous attestons qu'il est le père de la médecine l'a dit clairement, que ton alimentation soit ton médicament. Ce n'est pas une phrase anodine, c'est un fait. Sauf qu'aujourd'hui, on est plus basé sur la deuxième partie de la phrase, médicament, comme moyen de se soigner. On a fait exprès de ne plus regarder l'alimentation. Mais n'oublions pas que même les médicaments ne sont que des principes actifs des aliments. Maintenant, à nous de pouvoir faire ce qu'il faut et qui est utile. Et je vais finir en disant que nous devons respecter les agriculteurs qui s'attellent à faire du bio dans notre pays. Parce qu'ils sont plus utiles, parfois bien plus utiles que les médicaments que nous prescrivons dans les pharmacies. Et là, je fais un clin d'œil à M. Ndebi, qui a une idée particulière sur ce bio-là. Qu'est-ce qu'on met dans le bio? Est-ce que c'est biochimique ou biologique? Ou biologique. Allez, messieurs, avec vous, justement, on évolue dans ce sens-là en parlant des prescriptions. Ils sont 12, désormais 10, depuis la coalition UNDP et Univers PAL. Donc, parmi les 10, il y a un qui devra siéger pendant 7 ans, les 7 prochaines années. Dans sa politique de santé publique, qu'est-ce qui devrait être fait en premier? Quels sont les chantiers les plus urgents? Permettez-moi d'abord de donner mon commentaire sur le tour à Ndom. C'est très important. C'est très important pour moi et je peux même saisir cette occasion pour donner l'essentiel de ce que je pourrais dire dans cette émission. Vous savez, quand je viens ici à l'émission, il y a des gens qui m'écoutent énormément. Et j'ai une vaste communauté de malades qui m'écoutent et généralement ils attendent ce moment pour piger ce qui pourra leur permettre d'améliorer leur quotidien. Alors, dans le reportage de tout à l'heure, il y a un papa de 82 ans qui a dit quelque chose dans lequel je me suis retrouvé. Il a dit que les Camerounais étaient devenus bornés, quelque chose de ce genre. Que les Camerounais étaient devenus bornés. Et je me suis retrouvé en lui lorsqu'il a dit. Les Camerounais sont devenus plus que bornés. Et l'occasion de l'élection présidentielle est une occasion qui permet davantage aux Camerounais de manifester leur bêtise. Je m'explique.
la démocratie permet de mettre au même niveau le cancre et l'intelligent. Ça veut dire que moi, 18 ans de recherche, praticien, qui exerce dans l'art de la médecine conventionnelle et dans l'art de la médecine traditionnelle pour sortir le substrat et donner la quintessence, pour sortir quelqu'un qui était à l'agonie vers la santé. Un autre aussi, qui ne connaît rien, qui bavarde seulement, ma voix est égale à sa voix. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que si comme ces gens sont dans la plupart les plus nombreux, lorsque 1000 cancres vont donc se mettre ensemble, ils vont choisir quelqu'un. Nous avons la probabilité que cette personne qu'on a choisie aussi à la tête peut-être de l'État ne soit pas quelqu'un qui pourra avoir la capacité ou la substance nécessaire. C'est ça la faiblesse de la démocratie. Et on les voit tous les jours au quotidien. Je vais continuer en faisant un parallèle avec ce qui se passe au centre ces derniers temps. Parce que c'est plus parlant, c'est plus convaincant. Les gens s'y retrouvent parce que ce sont des faits réels. Pour dire quoi? Pour dire que lorsqu'il y a un problème de santé qui se pose, les responsabilités doivent être dégagées et situées. Et lorsqu'on fait l'autopsie de ces différents cas, on se rend compte qu'en fait, on devrait avec urgence, et là c'est pour répondre au futur président de la République, on devrait avec urgence spécifier les formations sanitaires avec leurs compétences. Nous avons reçu une maman, il y a environ un mois, qui venait d'un hôpital de la place, qui a été admise pour un début d'AVC ischémique avec un AVC, avec tout simplement des nodules d'eau qui se formaient quelques. Mais 2 jours après, c'était devenu catastrophique. Non pas qu'il n'y a pas de médecins, il y a des excellents médecins dans cet hôpital. Mais ils n'ont pas la compétence de ce genre de pathologie, de traumatisme et blessure. La vérité, c'est que 2 jours, 3 jours que cette maman a fait dans cet hôpital, on est passé d'une légère, d'une nodule, des flitènes, à une blessure ouverte qui couvre le genou à la cheville complètement ouverte. Le plus difficile, c'est que cette maman n'est plus aujourd'hui. Elle n'est plus. Pas qu'elle est partie à cause de cette blessure, mais ça fait partie des facteurs qui ont créé des conditions pour que la vie de cette maman y parte. Alors, quand je le dis, je dis tout simplement que la famille de cette maman aujourd'hui, dont la levée de corps sera dans quelques jours, à qui j'adresse mes condoléances les plus chaleureuses, ils n'ont pas eu l'information qu'il fallait. Parce qu'au moment où ils entrent en contact avec nous, la blessure n'a même pas encore fait 5% de son évolution. Malheureusement, ils n'ont pas su faire le choix qu'il fallait. Ils sont revenus lorsque c'était déjà très compliqué. Je passe là-dessus. Je prends un autre aspect. Combien d'amputations de pieds se font aujourd'hui dans les hôpitaux? Soit pour des ulcères diabétiques. Combien? Si vous allez faire une enquête de terrain, je vous invite vraiment à descendre sur le terrain parce que votre émission a de l'impact. Vous voyez, nous avons fait un accouchement sur utérus cicatriciel. Quand je faisais le reportage, je vous encensais parce que c'était grâce à votre émission que cette femme a eu notre contact. Elle est venue à l'hôpital, là où le collège des médecins avait programmé une césarienne d'urgence. Nous l'avons fait accoucher par voie basse. Et ça, c'était grâce à quoi? La médecine traditionnelle. Donc, je continue dans la lancée de ce cas pour dire que lorsque tu as la capacité, et c'est là où j'ai l'habitude de dire, que le personnel médical à la base doit d'avoir été prédestiné à servir. On ne s'invite pas dans la médecine par opportunité. Parce que si vous commettez une erreur et vous détruisez le bras de quelqu'un, on ne remplace pas le bras, ce n'est pas la farine. La farine, dès que ça se garde là, on peut changer. Une erreur en médecine est fatale. Donc, j'arrive donc à la conclusion, quand je vois l'état de la dame, je convoque la famille pour dire ce que je vois là, votre maman, parce qu'en déontologie médicale, on nous le dit, lorsque vous sentez qu'un patient arrive en fin de vie, vraiment, vous avez le devoir moral de l'accompagner et d'informer la famille et de faire ce qu'il faut. Éviter à un moment donné de faire des dépenses
inutiles qui seront plus tard la source des conflits entre le patient et l'hôpital. Vous imaginez que vous avez une patiente qui, vous avez vous-même enclenché le pronostic vital dans 48 heures. Elle est encore là. Mais les éléments qui vous permettent de voir, les autres ne les ont pas. Le médecin va dire, non, allez acheter tes produits d'une valeur de 54 000 francs. Encore, puisque nous travaillons en équipe. Je parle de ceux qui nous travaillons en équipe. Je ne vais pas dire à la famille. Parce que votre maman actuellement ne mange pas, elle ne boit plus, elle ne parle pas. Moi, je sais qu'il faut juste l'accompagner parce qu'elle est arrivée en fin de vie. C'est ça le sentiment le plus noble quand on sait avec justice et vérité. Bon, il ne faut pas le faire. Quelque temps plus tard, la famille va découvrir que le médecin avait prescrit un autre médicament. On va revenir pour dire, mais pourquoi est-ce que tu... Non. Non. Et si je vous prescrivais ce produit, on a déjà prescrit un autre produit qui va dans le même sens que votre maman déjà ne prend pas. Si on lui prescrit, ça coûte 54 000 francs. Vous avez 54 000 francs à brader comme ça? Je ne pense pas. Et quelques temps plus tard, la maman est passée de vie à trépas. La famille a écrit à nouveau pour dire, c'est toi qui avais vu juste. Parce que tu nous as empêché de faire des dépenses supplémentaires. L'information est capitale. Et tout le monde doit chercher l'information. Il faut la trouver. Il faut la trouver. Qu'elle soit disponible. Qu'elle soit disponible. Et l'information, à la base, elle est inscrite en chacun de nous. L'information à la base est inscrite en chacun de nous. C'est pour ça que les yeux sont ouverts vers l'extérieur, les oreilles sont ouvertes vers l'extérieur, le nez ouvert vers l'extérieur. En fait, c'est pourquoi? À votre avis, c'est pour puiser dans la nature qui nous entoure tous les éléments dont on a besoin afin d'harmoniser le rythme de notre corps. L'information est capitale et il faut chercher l'information. Une fois que vous l'avez, vous avez entre vos mains une âme assez puissante qui peut vous permettre de marcher avec assurance sur votre chemin. Alors là, vous conseillez ou vous recommandez au futur président de la République d'inclure cette fois-ci de façon formelle la médecine dite d'Afrique, dont les canevas de formation et même de propositions pas alternatives, mais concomitantes avec la médecine dite conventionnelle. C'est ça votre proposition? Effectivement, c'est ça, c'est ce que nous faisons. Rappelez-vous, plus de 5 ans aujourd'hui, je vous dis la même chose. Aujourd'hui, nous arrivions, quand on a un malade, on a fait un diagnostic d'une ulcère ou bien d'une nécrose, on dit on va amputer le pied. Le médecin n'a pas tort de dire qu'il va amputer le pied. Mais dans sa logique, tout ce qu'on lui a appris, c'est que quand on est face à cette situation, voici ce qu'il faut faire. Mais on dit, arrête-toi un instant et regarde un peu autour de toi. Et regarde peut-être à travers les arbres, quand tu viens couper un arbre, comment est-ce que l'arbre se régénère? Et c'est ça qui permet aujourd'hui, pour ceux qui sont abonnés à mes pages, je publie chaque jour les fruits de nos travaux, où on passe d'une amputation à une guérison dans les temps records. C'est ça que le prochain président de la République doit faire. Et heureusement que le président actuel a déjà signé le décret sur la médecine traditionnelle, il manque de l'appliquer. Une fois qu'on l'aura intégré de manière systématique, et à partir de ce moment-là, tous les médecins doivent se former à la médecine traditionnelle. Aucun médecin ne devra plus seulement connaître la médecine conventionnelle. Parce que pour soigner quelqu'un, il faut avoir toutes les pierres, toutes les cartes du puzzle dans votre main réunie. C'est ce qui vous permet d'anticiper et de prendre une décision en amont et de prévenir ce qui va arriver. Un impératif donc de formation continue qui ne s'arrête jamais et qui intégrera les nouveaux paramètres endogènes qui sont peut-être la clé même à la grande majorité de nos maux. Nous refermerons cette émission dans quelques minutes. Vous avez encore la possibilité, vous, de faire entendre votre voix. On l'a dit, on l'a institué pour vous. Au cœur du peuple, c'est principalement pour vous donner la parole et le pouvoir. Il faut que ces dirigeants de demain qui frapperont à vos portes écoutent vos cris de détresse et identifient précisément les chantiers sur lesquels vous voulez les voir exercer. On a parlé de médecine physique, mais on a parlé de santé physique, pardon. Il y a également un pan qui est un peu négligé au Cameroun, la santé mentale. Et ça également, c'est quelque chose qui devrait revenir au devant de la scène. Les Camerounais aussi peuvent souffrir de stress post-traumatique, mourir d'AVC et de toute autre chose qui rentre justement dans le principe actif de cette santé mentale-là. Oui, j'ai eu l'opportunité lors de ma formation en néonatologie et notamment en pédiatrie d'en faire l'expérience. Parce que c'est là où j'ai plongé pour essayer de comprendre. Parce que lorsqu'on parle de santé mentale, on l'enferme en psychiatrie. C'est là-bas qu'il y a les fous, semble-t-il. En néonatologie, tout va bien. Mais lorsqu'on va évoquer, par exemple, le seul qu'on fait du postpartum, de quoi est-ce qu'on est en train de parler? Juste le postpartum. Oui, généralement, après, la mère accouche son enfant, après commence à régner l'enfant. Je dis, mais c'est quand même sa mère.
C'est pas logique. Généralement, quand vous êtes arrêté, vous souriez, vous baissez la tête, vous ne pourrez pas répondre parce que ça ne fait pas partie du dispositif. Comment comprendre que la mère puisse rejeter son enfant? Alors, il faut savoir comment accompagner. Il y a aussi parfois les cas que je t'ai appelé à vivre, celui de l'annonce des mauvaises nouvelles. Parce que souvent, c'était à ça qu'on aimait bien me cantonner. L'annonce des mauvaises nouvelles. Lui, c'est comment dire les mauvaises nouvelles. C'est vous qui notez l'heure du décès? Non, lui, c'est comment dire les mauvaises nouvelles. En fait, dans le cas des prématurés, dans le cas du programme Kangourou, lorsqu'un enfant s'en allait, généralement, on n'est pas formé à comment donner. Il vaut bien en santé mentale, il faut savoir. Souvent, je titille un peu, il faut savoir, mais est-ce qu'on est formé à savoir dire? Parce que ça demande un doigté, une finesse émotionnelle. Ça ne demande pas un savoir technique. Parce qu'il faut savoir ressentir l'autre, pour savoir comment le lui dire. Et généralement, vous devez le lui dire de manière silencieuse. C'est-à-dire que vous ne verbalisez pas, vous devez savoir le lui dire. Et ça, parfois, c'est assez compliqué. Parce que techniquement, on est formé, on est outillé. Non, oui, il faut savoir les paramètres, le dosage, les prescriptions, le diagnostic, oui. Mais lorsqu'on arrive à ce moment, ça devient compliqué. L'autre cas, c'était lorsque les mères n'adhéraient pas au programme. C'est là qu'on appelle Ngoumela Fondi à la rescousse. On ne sait pas ce que tu les dis là-dedans, mais quelles sortes elles sont joyeuses. Vous voyez comment lorsqu'on a une cartographie où on n'a pas permis à ce qu'il y ait le déploiement substantiel de la santé. Vous voyez que même le personnel devient un handicap. Et même lorsque vous avez ces infirmières qui doivent gérer la nuitée, le matin, elles doivent sortir avec des traumas. Comment accompagner l'équipe dans la passation? Non, on a passé avec du papier. Non, j'ai reçu tel nombre de cas qu'il y a eu. Mais émotionnellement, il y a un transfert qui doit s'opérer. Comment est-ce qu'on aide l'équipe à opérer ce transfert pour que l'équipe attente sache apaiser l'équipe qui entre? Pour que justement, il sache prendre le relais dans la gestion émotionnelle du cadre qu'il faut gérer. Donc, je devais gérer ça au quotidien. Je riais très souvent parce que bon, ça m'amusait et je suis très content d'un propos qu'il a tenu, que je vais reformuler en mémoire en parlant de loin. Lorsqu'on est loin, lorsqu'on est l'huile, lorsqu'on est l'élu. Malheureusement, la santé, il y a la santé, la justice, c'est fait pour ceux qui sont élus, pour ceux qui sont loin. Mais malheureusement, dans notre contexte, à nous, il faut bien qu'on mange. On a faim. On va faire comment? Au moins, là-bas, on sait qu'on va toujours trouver un malade et après, on va gagner quelque chose. On aura des perdièmes. Malheureusement, on est devenu des perdièmes. On est devenu des cotations, on est devenu de la monnaie. Et lorsque, justement, on ne parvient pas à être ça, à l'écoute, parce que lorsqu'on est loin, lorsqu'on le choisit, on est à l'écoute de l'autre. Et on sait continuellement se remettre en question parce qu'on est prédisposé. Or, l'autre qui vient, lui, mécaniquement faire pour aussi suivre, parce qu'on a aussi dit, parce que ça donne aussi, ben, c'est normal qu'à la fin, quand ça pète un peu, les gens l'énervent trop. Or, celui qui est prédisposé, même quand ça énerve, il inspire, il dit, il faut que je trouve comment est-ce que si. Et c'est là où il dit quelque chose d'extraordinaire. La nature, qu'est-ce qu'elle nous dit? Comment elle se régénère? Parce que là, tout est là, en fait, devant nous. Mais le manque d'information, le manque de formation, le manque d'accompagnement et d'éclairage. Parce qu'on est outillé. On a les outils. Mais parfois, ceux qui ont les outils le rendent vendable. Pour accéder, ben papa, j'ai pas eu ça comme ça, donc il faut que vous puissiez me donner un bon pécule pour que je puisse... Et peut-être aussi, enfin, le déficit de vocation, dans son sens latin premier, vocare, appeler. De moins en moins d'appels et de plus en plus d'opportunistes. Allez, messieurs, je sais que vous avez encore des tas de choses à dire, mais ça se fera certainement une autre fois. Ce plateau s'ouvrira tout grand pour ces autres connaissances que vous aurez à donner à nos chers téléspectateurs. Nous avons accompli la mission de ce soir, un chantier important à déblayer, celui de la santé publique. Les enjeux sont majeurs, les défis colossaux. Les dirigeants ont eu une panoplie de solutions à apporter. Qui qu'il sera au soir du 12 octobre, il pourra s'enrichir de la palette des solutions qui ont été données par vous, messieurs. Je vous en suis infiniment reconnaissant au nom
du peuple, dans le cœur duquel nous nous installons tous les soirs en cette période de campagne. Docteur Safon, merci infiniment. Merci, et merci à ceux qui nous ont écoutés. Si je peux conclure par un mot, c'est de savoir qu'il est plus aisé de diriger un peuple qui est en santé que d'avoir en face un peuple qui est malade. Je pense que c'est une citation que j'aurais bien voulu pour la fin, complètement. Merci à vous, Monsieur Ndébi. On sera très attentifs et ils devront l'être aussi pour des problèmes d'organisation, de qualité et de normes, même au sein de nos institutions et autres formations sanitaires, c'est primordial. Oui, c'est très important d'aborder ces sujets dans le secteur de la santé. Parce que la qualité, c'est d'abord notre santé. On doit aussi s'intéresser à notre vie de tous les jours. Quand on parle de la qualité, on parle de tout, sauf de notre santé, sauf de notre vie de tous les jours. C'est la raison pour laquelle, dans cette émission, aborder ce sujet de la santé m'a beaucoup touché, puisque je me rappelle, une fois quand j'étais même à Narbonne, on travaillait avec les hôpitaux de la polyclinique de Narbonne pour aborder ces sujets. Comment on nettoie la salle des patients, comment ça se passe. Tout ceci se faisait il y a plus de 20 ans au niveau de la santé. Et on retiendra également que votre généalogie remonte aux années 1700. Oui. J'aimerais bien savoir qui était le premier, le début premier du nom. Merci à vous, Monsieur Fondingo Mela, pour les éclairages que vous avez apportés, notamment dans cet autre pan on va dire peu ouvert au grand public, peu connu, celui de la psyché, de la santé mentale et de tout ce qui s'y cache. Merci. Merci encore à vous et merci au peuple, merci à chacun de nous. Et surtout, merci aux nombreux téléspectateurs qui, grâce à eux, nous sommes là. Pour eux, nous sommes là. Et avec eux, nous espérons que chaque jour, nous apporterons notre éclairage pour édifier davantage, à être plus autonomes dans la gestion de notre santé, de leur santé. Docteur Dioko, beaucoup de courage dans ce que vous faites au quotidien. Vous le disiez, c'est un combat de tous les instants que vous avez commencé il y a une demi-dizaine d'années, justement, sur ce terrain-là. Vous continuez à progresser. Allez, merci beaucoup à vous d'avoir partagé ces connaissances et continuons. Vous avez les deux exemples que vous avez pris aujourd'hui étaient des exemples malheureusement à la fin malheureuse. On espère que vous ne dites pas plus d'heures de décès et que vous comptez plus les heures d'arrivée voilà, d'arriver à la vie chez vous. Merci merci vraiment pour cette émission qui nous permet de regarder, de nous convaincre nous-mêmes de notre point de situation dans l'espace géographique, de d'où nous venons, où est-ce qu'on part, qu'est-ce qu'on a déjà accompli à mi-parcours du chemin. Et ça me vient à l'esprit comme ça de dire un mot à l'endroit de cette patiente dont je viens de recevoir, qu'on lui a diagnostiqué un cancer de l'ovaire. Et je lui dis à elle, certainement, elle doit m'écouter. L'esprit est au-dessus de la matière. Et quand on parle du miracle, c'est parce qu'à un moment donné, l'être humain a su se reconnecter à la source originelle. Donc, si tu m'écoutes en ce moment, comme je te l'ai dit dès le départ, que quelle que soit l'issue, ta maladie repose dans ton mental et que tu peux vivre pendant longtemps encore si tu arrives à juguler tes émotions. La peur fait partie des fatalités. Il faut tout faire pour la briser, pour ne pas qu'elle s'envahisse de nous, parce qu'elle produit des acides qui permettent donc de transcender la matière psychique dans le corps. Et c'est la naissance de la maladie physique. Il suffit souvent d'un seul petit acte de foi pour que naisse le miracle. Et nous, on sortira en disant qu'un peuple on ne libère pas un peuple, mais un peuple se libère lui-même. Et il se libère lorsqu'il comprend quels sont les enjeux de son futur. Mesdames et messieurs, nous serons encore au cœur du peuple demain, à partir de 20h30. Prenez le rendez-vous et surtout, habituez-vous, car le pouvoir est à vous et la parole devrait se libérer, car votre voix au cœur du peuple compte. Bonsoir.